Chers amis auditeurs, bonsoir. Nous allons aborder plusieurs questions au plan international. Tout d'abord, le plan de paix américain récent pour l'Ukraine en 28 points que nous évoquerons avec Pascal Mas. Ensuite, actualité également immédiate, le voyage du pape Léon XIV en Turquie et au Liban. Il se trouve au Liban jusqu'à demain. Les persécutions contre les chrétiens du Nigeria qui ne font que s'accentuer avec des enlèvements, des meurtres et notamment contre l'Église catholique. Nous aborderons des sujets un petit peu plus franco-français avec le projet de service national, de retour à un service national militaire, nous l'évoquerons, et par même les propos relativement récents du chef d'état-major des armées, notamment sur le fait qu'il fallait, je cite, sacrifier nos enfants. Nous évoquerons également un anniversaire, celui des 50 ans de la disparition de Franco et de l'établissement d'une monarchie parlementaire constitutionnelle en Espagne. Où en est l'Espagne qu'est-il advenu, quel est l'héritage de Franco dans l'histoire. Et puis, je pense que nous ne pouvons pas non plus, Patrick Simon et Félision, ne pas évoquer les projets totalement déments d'Emmanuel Macron, notamment de labelliser les médias. Je rappelle que ça ressemble à la fois à ce qu'était l'Union soviétique, hein, le seul, Pascal Mas le saurait mieux que moi, qui est un russophone brillant, la Pravda veut dire la vérité. Hein, et Emmanuel Macron veut établir des estampilles de la vérité, et ce serait un retour en arrière, je rappelle, un retour antérieur à la loi du 29 juillet 1881, c'est-à-dire un retour de plus de 144 ans, près d'un siècle et demi en arrière, avec le retour de la censure préalable. Mais nous sommes également en direct avec Olivier Battistini. Olivier Battistini, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher Olivier, comment allez-vous, Sartène ? Écoutez, je suis heureux d'abord de vous retrouver tous et de te retrouver, François. Merci, cher Olivier, c'est toujours un plaisir. Alors, Olivier Battistini, on ne le présente plus, il est connu dans les sphères de la droite nationale, de la pensée non conformiste. C'est tout d'abord un brillant universitaire, récemment retraité, émérite, maître de conférences émérite de l'Université de Corse et spécialiste d'histoire grecque, notamment auteur de plusieurs ouvrages, je ne les ai pas tous en tête, mais notamment une biographie remarquée d'Alexandre le Grand, de Platon, et le dernier qui s'appelle « La guerre, notre maître de violence ». Hein, c'est bien ça, Olivier, oui. Qui est paru aux éditions Perspectives Libres, dirigé par notre ami Pierre-Yves Rougeron, que nous saluons au passage. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avant d'entamer notre propos, j'ai deux annonces à vous communiquer. La première, alors ces deux événements ont lieu à une semaine d'intervalle au même endroit, 10 rue Croix des Petits Champs, Paris 1er, 10 rue Croix des Petits Champs. Le 6 décembre, c'est une journée, notamment une braderie de livres organisée par la nouvelle librairie Iliade, je crois entre autres, la cocarde étudiante, qui a lieu le 6 décembre, l'après-midi, 14h, 19h, je crois, rue Croix des Petits Champs. Et le 13 décembre, c'est le salon du livre alternatif organisé par le Cercle Aristote. Et vous aurez l'occasion de retrouver plusieurs auteurs, et entre autres votre serviteur qui sera présent. J'aurai le plaisir de dédicacer notamment mon livre sur le Liban, édité aux Perspectives Libres. Donc le 13 décembre, 10 rue Croix des Petits Champs, de 12h à 19h, le salon du livre alternatif. Nous vous le rappellerons avant la fin de l'émission, mais notez bien ces rendez-vous. Alors, Olivier, bien sûr, Olivier Battistini est en ligne avec nous, et nous allons quand même évoquer le plan de paix américain pour l'Ukraine. Alors, ce plan de paix est en 28 points. Il comprend un certain nombre de dispositions, notamment il affirme la souveraineté de l'Ukraine. Néanmoins, alors, il a des parts plus concises, des parts un petit peu plus ambiguës, puisque notamment il prévoit quand même de reconnaître l'annexion du Donbass et de la Crimée par la Russie. Il parle par contre alors d'annexion de droit, notamment sur les régions, sur les autres oblasts. On parle de fait, d'annexion de fait. Il prévoit une relative démilitarisation de l'Ukraine. On parle de 600 à 800 000 hommes, format auquel l'armée ukrainienne serait réduite. Une neutralisation stratégique de l'Ukraine, puisque l'Ukraine serait tenue de ne pas adhérer à l'OTAN, ce serait constitutionnalisé, et l'OTAN, dans ses statuts, intégrerait également le fait de ne pas admettre l'Ukraine en son sein. Il y aurait un comité de la paix, il y aurait une levée des sanctions économiques. Pascal Mas, en quelques mots, ce plan vous paraît-il crédible et acceptable par toutes les parties ?
Oui, alors premièrement, je vais faire une petite rectification au niveau de la sémantique. Bien sûr. La Russie n'a pas annexé la Crimée ni le Donbass. Ce sont deux sujets différents. C'est déjà que la Crimée a toujours fait partie de la Russie depuis la conquête par Catherine II. Tout à fait. Certes, mais on parle, si vous voulez, en droit international. Elle a été placée dans l'Ukraine, indépendante. Il faut acter. C'est-à-dire que l'accord des 28 points se situe notamment, fait quand même référence à l'annexion de 2014. Alors, avançons, s'il vous plaît, cher Pascal, Bien. sur le Alors, plan. je vais Voilà. dire sur le plan, Voilà. ça reprend déjà pas mal des chapitres des accords de Minsk, tout simplement. C'est-à-dire que le plan de paix actuel met en exergue des dispositions qui étaient déjà prévues dans les accords de Minsk 1 et 2 et qui n'ont bien entendu jamais été respectés. Absolument, oui. Alors, les accords de Ouais. Minsk, pour préciser, 1 C'est- et 2, qui ont été signés par Vladimir Poutine, par également le président Poroshenko, ukrainien de l'époque, mais également Angela Merkel et François Hollande, Oui. qui prévoyaient pour le Donbass, notamment puisqu'il portait sur le Donbass, l'autonomie des républiques de Louhansk et Donetsk, le fait qu'elles demeurent sous souveraineté ukrainienne, mais que leur autonomie soit reconnue dans la constitution de l'Ukraine, chose que l'Ukraine, il faut dire, ne l'a jamais fait, et à la fois François Hollande et Angela Merkel ont avoué qu'il s'agissait d'un marché de dupes, de faire gagner du temps pour que l'Ukraine se réarme. Et on comprend très bien on peut reprocher beaucoup de choses à Vladimir Poutine, notamment l'intervention depuis février-mars 2022, mais on ne peut pas reprocher à Vladimir Poutine de ne pas avoir de parole ou de ne pas donner crédit à une parole au plan international. Et je pense que le non-respect des accords de Minsk porte une responsabilité, peut-être pas l'essentiel, mais énorme, notamment le déclenchement du conflit. Le non-respect des accords de Minsk depuis 2014 jusqu'à 2022, c'était pour une tragédie pour les peuples russes du Donbass. C'est-à-dire qu'ils ont subi des persécutions et des bombardements sur les populations civiles, bien entendu, avec le silence complice de l'Occident. Donc, en janvier 2022, l'Ukraine envisageait une grande offensive sur le Donbass, sur les populations du Donbass, et c'est dans cette situation que la Russie a réagi pour protéger les populations du Donbass de l'agression en grande distance du régime de Kiev. Donc, euh, on en est là, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a notamment Boris Johnson aussi en 2022 qui a joué un rôle Oui, très qui a important. demandé à Zelensky, notamment, de ne pas s'asseoir à la table des négociations Non, il avec était assis, il avec fallait la pas, Russie du Sud, il mais fallait pas signer. qu'il a pratiquement ordonné de se lever, alors que notamment il était acquis que la Russie se retirait, en fait ne prenait pas un pouce en effet par rapport aux positions de 2022, moyennant notamment l'assurance que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Ça, et c'était tout simplement les accords de Minsk, tout simplement. Et donc, c'est Boris Johnson qui était intervenu en disant à Zelensky, faut pas signer cet accord, on va vous soutenir, on va vous aider, vous allez gagner, on est les plus forts, vive l'OTAN et compagnie. Bon, après, c'est Johnson qui a quitté le pouvoir en Angleterre, mais bon, le mal était fait. Donc, le plan de Trump, il est quand même fondé sur des bases qui sont tout à fait réalistes et acceptables. La démilitarisation de l'Ukraine, ça me semble essentiel parce que sinon, ça va recommencer. Il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que c'est pas souvent mentionné par les Occidentaux, c'est que Vladimir Poutine ne s'oppose pas à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Non, mais absolument, non, il s'est jamais opposé en fait à l'entrée en Union européenne. Hein, voilà. Voilà, c'est-à-dire que alors l'OTAN jamais, mais l'UE oui. C'est-à-dire que c'est un jeu de joueurs d'échecs, hein, c'est-à-dire que on perd un pion, mais on gagne un tour. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer, François et mesdames et messieurs les auditeurs, les dégâts que ferait l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, notamment. Répétons, il y a eu en effet certaines études qui ont été faites notamment uniquement pour le secteur agricole, Bien sûr. qui rappellent que selon les projections qu'il y a, notamment, si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne, 47% des aides de la PAC, de la politique agricole commune, seraient dévolues aux agriculteurs ukrainiens. Je rappelle qu'aujourd'hui, pour prendre ensemble une seule illustration, c'est une catastrophe avec l'invasion du poulet et tous les produits avicoles, notamment en Europe, à partir d'un accord qui a été conclu entre l'Union européenne et l'Ukraine, sans limite, pratiquement, qui a été reconduit plusieurs fois. Et il faut savoir que la quasi-totalité de production avicole en Ukraine
et le fait d'un seul oligarque qui vit à Chypre. Voilà. Hein, voilà, Je n'ai pas mis les pieds en Ukraine depuis au moins 4 ans. Dont le nom m'échappe. Voilà, nous en sommes, en sachant que le format de la PAC est en train de se réduire considérablement. Vous savez que le projet de Bruxelles, notamment, c'est d'accrocher la PAC à la politique de cohésion, en fait, de lui enlever toute visibilité et à terme de la faire disparaître. Hein, je rappelle quand même, il faudrait peut-être une émission là-dessus, que la PAC, depuis 35 ans, depuis 30 ans, les accords de Blair House notamment et la mise en œuvre de l'OMC, c'est toujours un schème, un module qui a été dans le viseur de la politique américaine. Les Américains n'ont jamais admis la PAC, et là, elle serait en quelque sorte, elle serait morte par les assauts américains et morte de l'intérieur par l'intégration de l'Ukraine. Alors, ma dernière réflexion, si vous le permettez, sur l'aspect militaire du plan de paix américain. Il s'agirait de garantir la sécurité de l'Ukraine. Bon, à partir du moment où la Russie obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire le contrôle du Donbass, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. C'est évident. Donc, c'est pas évident pour les Occidentaux, mais c'est évident pour les Russes. Donc, il n'y a pas de menace. C'est comme j'entends souvent qu'après l'Ukraine, Vladimir Poutine va agresser les pays baltes et tout ça, dont il se fout éperdument. Ce sont des pays croupillons qui ne présentent aucun intérêt et encore moins envahir l'Europe qui est complètement dévoyée, wokisée, compagnie. Donc, quand on regarde du côté russe, ça fait plutôt rire d'ailleurs, c'est cette espèce de jeu qui est fait par les Occidentaux, de dire « Ah, coucou, fais-moi peur », mais c'est complètement bidon. Et donc voilà, c'est la dernière chose que je voulais dire sur le plan. Je voulais également souligner l'intervention assez remarquable de Luc Ferry, dont on ne peut pas dire quand même qu'il soit quelqu'un qui soit acquis aux idées illibérales, comme on dit, ou à Vladimir Poutine, hein, qui est plutôt un homme, disons, de droite libérale, de centre-droit, qui a littéralement démoli tout projet, hein, qui a dit qu'en tout cas ses enfants n'iraient pas se battre en Ukraine. Alors, cher Olivier Battistini, vous qui êtes un spécialiste de la guerre, notamment depuis Thucydide, que vous inspire ce plan de paix et comment il s'inscrit dans votre vision générale de la guerre et de la vision de la paix, puisque la guerre et la paix, vous le savez mieux que moi, hein, c'est un peu Janus, vous savez, c'est ce visage à deux faces. Comment vous inscrivez-vous ces accords de paix ? Écoutez, d'abord, j'ai apprécié les propos et les réflexions de Pascal Mas. Cela fait du bien d'entendre des mots liés à une pensée raisonnable et logique. Les faits sont têtus, disait Lénine, et je n'arrive pas à comprendre l'aveuglement ou la volonté de cacher les choses et de dire des choses autres. Et vous savez, j'étais à Budapest il n'y a pas longtemps au Matthias Corvinus Collegium, où j'avais fait une petite intervention à propos justement de Thucydide et de la possibilité, et je vais arriver à votre question, cher François, où j'avais essayé de tisser des liens entre les textes grecs, Thucydide en particulier, et ce que j'appelle l'extrême contemporain, parce que certains journalistes sont prisonniers de ce qui est l'actuel, quelque chose qui d'ailleurs n'existe plus au moment même où cela est. Et je préfère m'intéresser à quelque chose qui est dans le devenir, le temps long, dont parlait Fernand Braudel il y a quelque temps. Et c'est pour ça que les propos de Pascal Mas me plaisent, et vous avez eu raison d'évoquer la prise de position de Luc Ferry. Et à Budapest, donc, j'avais évoqué, et ça va peut-être vous faire sourire, cette fameuse phrase de Rousseau qui, me semble-t-il, est à l'introduction de son livre, où il dit ceci: « Commençons par écarter les faits ». C'est absolument extraordinaire. Et immédiatement, et vous comprenez pourquoi j'évoque cela, c'est que Rousseau s'oppose à Aristote. Pour Rousseau, l'homme est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt, alors que pour Aristote, il suffit de se rappeler les premières pages de la politique, l'homme est un animal politique par nature, puisqu'il le précise, l'essence d'une chose étant dans sa fin. Et donc, à ce propos, en ayant l'idée de l'opposition entre Aristote et Rousseau, j'ai mis en lien une sorte d'harmonie et de correspondance
fascinante, le dialogue des Athéniens et des Méliens chez Thucydide, avec le retour au fond du politique, avec Trump face à Zelensky, et l'idée qui est mienne, à savoir, puisque j'ai lu Thucydide, que Vous avez plus que lu, cher Olivier, vous avez beaucoup écrit sur Thucydide. la justice n'existe qu'entre les forts. Et que, certes, bien sûr, on le sait, la tactique, c'est l'art de gagner les batailles, mais la stratégie, c'est celui de gagner la guerre selon un plan. Et pour être libre, dit Thucydide, il faut que les autres ne le soient pas. Prendre l'empire est chose nécessaire. Et les nains qui nous gouvernent en terre occidentale, et cela me fait de la peine de parler d'Occident dans ce sens-là, confondent le réel politique avec une morale issue de Rousseau. Et vous comprenez pourquoi je me suis permis, en sorte de prolégomène, d'évoquer la triste pensée de Rousseau qui n'a rien compris aux politiques. Oui, Rousseau, si vous me permettez ce passage, Rousseau, c'est pour moi la figure symbolique de la gauche. C'est-à-dire que c'est celui qui écrit, l'Émile notamment, tout un traité sur l'éducation, mais qui abandonne ses 5 enfants à l'assistance publique. Voilà. Tout à fait. Faites ce que j'écris, mais surtout pas ce que je fais. Rousseau, pour moi, c'est le péché originel de la gauche. Je pense qu'ici, à Radio Courtoisie, il ne faut pas se lasser de le souligner. Voilà. C'est bien pour ça que je me suis permis d'évoquer ça en prolégomène pour, comment dirais-je, opposer Rousseau à Aristote. Oui, l'essence d'une chose est dans sa fin. Puisque l'homme, un jour, sera politique, il l'est donc avant même de l'être. Ce qui fait que l'idée de chez Rousseau que l'homme de nature est naturellement bon est totalement... Rousseau a dû penser quelques secondes à cela, et en rejetant cette idée qui, pour un grec, est absolument impossible. Parce que, voyez-vous, on parlait de la paix, Pascal Masse a parlé de jeu d'échecs, et moi, quand j'ai rencontré Kusturica à Mokra-Gora il y a peu, où j'ai évoqué avec lui ce qu'était la guerre civile, ce qu'était... je lui avais même dit que j'avais honte de ce que la France avait fait en Yougoslavie, qui est une guerre civile inventée par l'OTAN, comme d'ailleurs la guerre civile au cœur de notre belle Europe. Il est évident que l'agresseur n'est pas la Russie, c'est absolument évident. Et donc, j'avais évoqué avec Kusturica cette guerre civile qui faisait que sa blessure ne pouvait pas se refermer. Et donc, j'ai compris, en lisant Thucydide et en tissant les liens que j'essaye d'évoquer avec vous, avec la situation qui est en devenir en ce moment, avec l'idée qu'il faut prendre l'empire pour n'être soumis à personne, que la justice n'existe qu'entre les forts, que les forts décident et que les faibles s'en accommodent. Et on le voit très bien, à la table des négociations, seuls restent ceux qui ont les cartes en main et ceux qui ne sont pas prisonniers, un peu comme les prisonniers de la caverne de Platon, qui prennent les ombres pour le réel, ceux qui ne sont pas prisonniers ou soumis à une idéologie, comme tu le disais, François, issue de la pensée de Rousseau. Et donc, je suis là persuadé que, ayant travaillé sur les textes grecs, ayant compris que mes textes grecs me permettent de comprendre l'extrême contemporain, et que je saisis ce qu'est, au fond, le concept d'art opératif, qui a été, si ma mémoire ne me trahit pas, je pense, créé par des stratèges et des théoriciens soviétiques, et j'en parle avec Sylvain Ferreira et Nicolas Mirkovitch, par le général Svietchine, je crois. Et quand les stratèges de salon sur LCI, par exemple, disaient que la Russie allait perdre, que la Russie était en train de perdre ou que la Russie avait perdu,
ils ne savent pas que cette guerre, c'est Pierre-Yves Rougeron qui le disait, que cette guerre pour les Russes est une guerre existentielle, une guerre essentielle, puisque la progression de... Enfin, je ne sais pas, quand il y avait les fusées soviétiques à Cuba, les Américains démocrates se sentaient menacés. Là, les Russes ont eu une patience extrême, puisque Vladimir Poutine, qui est un fin stratège et quelqu'un qui est l'héritier d'une haute civilisation qui a permis Dostoïevski et Tolstoï, ne réagit pas instinctivement. Mais cependant, les Russes disent ce qu'ils pensent et disent ce qu'ils vont faire. Alors, cher traité de... Oui, voilà. Oui, Olivier, vous en avez terminé, cher Olivier? Oui, je voulais juste dire que, au fond, Trump, qui est, qui a l'instinct de la bête de proie, du chasseur, et qui est le maître du zugzwang, puisqu'on parlait des échecs tout à l'heure, c'est finalement, d'une manière instinctive, ce qu'est le grand jeu des impérialismes, selon l'expression de Kipling, ou le tourbillon des ombres sur les échiquiers de la géopolitique. C'est avec Vladimir Poutine que cette paix va être décidée entre les forts. Et je suis persuadé, évidemment, que les Russes, et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure le président Macron était en train de dire que Vladimir Poutine ne voulait pas la paix parce qu'il continuait à bombarder, mais c'est tout à fait l'inverse. Ce sont les macronistes et les je ne sais plus comment ils s'appellent, Van Leyen, qui veulent continuer la guerre et faire la guerre avec le sang des jeunes gens ukrainiens, parce que c'est une guerre civile. Donc cette paix, moi j'ai confiance parce qu'elle va être décidée entre des forts. Pascal Mas, merci Olivier, nous vous redonnons la parole bien sûr tout à l'heure. Pascal Mas, vous souhaitiez préciser? Oui, alors premièrement, j'ai déjà dit ça à cette antenne et sur d'autres auxquelles j'ai eu le plaisir d'être invité. Vladimir Poutine est un modérateur. Alors je sais que ça fait bondir, mais si vous saviez ce qu'il y a derrière et ce que la Douma, dans sa grande majorité, souhaiterait faire en Ukraine pour pouvoir abréger et terminer ce conflit qui pour eux dure depuis trop longtemps, un sentiment partagé également par la population, je peux vous assurer qu'on ne verrait plus grand-chose en Ukraine qui tiendrait debout. Ça, c'est une chose. Oui, la deuxième, c'est qu'il faut... Vous avez parlé de Vladimir Poutine. Je vais faire d'un peu de sémantique une seconde fois. Vladimir, c'est deux mots. C'est Vlad, qui veut dire pouvoir, et Mir, qui veut dire à la fois le monde et la paix. Donc, il est tout à fait sensible au fait qu'il porte ce nom. C'est quelque chose de très symbolique en Russie. Vladimir ou Vladislav, ce sont des noms de chefs. Donc, je vais tout à fait dans votre sens, cher Olivier, et je voulais le préciser aussi parce que c'est un fait, celui-ci aussi, qui est un fait têtu. Bien, autour justement de ce plan de paix, notamment, on sent que les esprits se raidissent, même se paniquent, puisqu'il y a des accusations d'espionnage qui fleurent un petit peu partout. On l'a vu, alors des affaires rocambolesques, tête de cochon, d'étoiles de David, alors qui seraient menées par des réseaux. Alors j'ai entendu parler de réseaux serbes venus de Russes moldaves, mais il y a une affaire également qui est assez intrigante, c'est que récemment, un responsable d'une association humanitaire, SOS Donbass, Vincent Perfetti, plus la présidente russe, ont été arrêtés pour espionnage à Paris. Alors, quel crédit donner Pascal Mas? Alors, je précise que pour ma part, j'ai toujours été favorable à une paix, etc., que j'ai toujours jamais approuvé ce qui s'est passé à partir de février 2022, que le jeu aurait dû durer autrement, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question de donner crédit ni à l'Ukraine, mais ni non plus à la Russie. C'est une question d'être neutre et de souhaiter avant tout que ce conflit s'arrête. Et de toute façon, on sait très bien que la paix ne sera pas une bonne paix. Ce sera une paix mauvaise, ce sera une paix qui laissera des frustrations de part et d'autre. Mais ensuite, il faudra penser à reconstruire un avenir. C'est-à-dire que malheureusement, malheureusement et heureusement, il faudra arriver à une table des négociations et trouver en effet des accords, en dépit en effet de tous ces dizaines de milliers, centaines de milliers de morts qu'il y a eu déjà et de part et d'autre, qui sont
qui sont bien sûr de trop. Chaque mort est de trop dans un conflit qui aurait pu être évité. Alors, on a entendu parler même, les esprits se raidissent d'affaires d'espionnage en France, notamment à une association SOS Donbass, association qui fait l'aide humanitaire, qui serait dans le collimateur, cher Pascal Mas, vous avez des informations, Mais oui. notamment de la justice française. Alors moi, je suis complètement consterné parce que cette affaire, bon, moi, Vincent Perfetti, je l'ai connu il y a très très longtemps. On était perdu de vue. J'ai retrouvé son nom comme ça par hasard. Et par contre, Anna Novikova, oui, je la connais parce que j'ai partagé un micro sur une autre antenne il y a un mois et demi à peu près. C'est la première fois qu'on se voyait. Mais SOS Donbass, c'est une association qui a été créée en 2012. C'est-à-dire que c'est pas hier et c'est pas pour faire de l'espionnage, pour pouvoir venir en aide aux gens qui étaient abandonnés parce que ça n'avait pas commencé en 2014. En 2014, c'est les bombardements qui ont commencé sur le Donbass, mais les frustrations et la persécution des chrétiens orthodoxes du patriarcat de Moscou, Et ça. l'interdiction de la langue russe Oui, aussi, hein, il faut le non, savoir. c'est pas 2012, ça c'est 2014. 2014, qui est Mais venu par la suite, c'est vrai. c'est ça, mais et aussi de la langue hongroise, de la langue roumaine et de la langue slovaque. Hein, faut pas Oui, l'oublier non plus. il faut penser également aux minorités. Les minorités, en ce moment, la situation est très difficile de la part de la pression du gouvernement ukrainien pour les minorités hongroises et slovaques notamment. Hein, il Voilà, faut le rappeler et aussi. roumaine. Et roumaines, oui. Bon, donc SOS Donbass, bon, une association humanitaire. Bon, moi je suis toujours un petit peu dubitatif sur les associations humanitaires, mais ce que je trouve absolument consternant, c'est que Vincent Perfetti et Anna Novikova ont été arrêtés, emprisonnés. Et sur le motif, alors pas très clair, mais j'ai entendu que c'était pour intelligence avec l'ennemi. Alors je crois qu'il faut décoder tout ça. Avec une puissance étrangère, il me semble, parce qu'avec l'ennemi, ça me paraît difficile, puisque la Russie, la Russie ne peut pas être déterminée comme ennemi pour une simple raison, c'est que la France a toujours des relations diplomatiques avec elle. Il n'y a pas eu de rupture des relations diplomatiques. La Syrie, par exemple, il y avait des relations diplomatiques, pouvait être considérée, alors à tort ou à raison, moi je pensais que à l'époque c'était plutôt à tort, comme un ennemi, mais la Russie, je crois que s'il s'agit d'intelligence avec puissance étrangère. Alors François, vous avez parfaitement raison de le préciser. Il aurait fallu le dire ça à la rédaction de l'AFP et à la rédaction du Parisien, qui a recopié certainement un texte rédigé rue du Faubourg Saint-Honoré en disant l'espionne Anna Novikova. Donc il n'y a aucune preuve, il y a pas de Je procès. rappelle que les gens sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été jugés définitivement et en seconde instance, hein, Et alors, même après cassation. je précise également que Vincent Perfetti et Anna Novikova ont donc été arrêtés et emprisonnés. Alors, au moment où tout le monde se dit que les prisons sont sursaturées et que tous les dealers et assassins se promènent dans les rues, je trouve quand même assez curieux qu'on trouve de la place pour Anna et pour Vincent. Bon, ça, ce sont des réflexions personnelles. Maintenant, on emprisonne des gens comme ça sans procès. Ça me fait penser, on en reparlera peut-être tout à l'heure si vous voulez parler du milieu journalistique, François, mais je retrouve, et je l'ai déjà dit ici à cette antenne et ailleurs, que je retrouvais, moi qui l'ai connu, la période soviétique brejnevienne, à la fois dans la pratique et dans la pensée. C'est-à-dire qu'on a à la fois le fond et la forme. Et c'est terriblement inquiétant. Emmanuel Macron, vous savez, a déjà inventé la souveraineté limitée, parce que Emmanuel Macron, vous savez, il faut quand même le savoir, a un projet, notamment européen, de passer à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère et de défense. Pour moi, ça signifie tout simplement la fin de la souveraineté. Brejnev appelait ça la souveraineté limitée. Absolument. Et on parlera tout à l'heure de ces projets d'information. Olivier Battistini, vous souhaitez intervenir sur cette question ? Oui, j'ai apprécié une fois de plus ce que vient de dire Pascal Mas, parce que je pensais à un documentaire, il doit sûrement le connaître, de Markovitch sur le peuple du Christ, Oui. qui met en scène par des interviews multiples, et il y en a deux d'Emir Kusturica qui sont placés au début et à la fin, qui racontent au fond les persécutions, les exactions dont ont été victimes les Ukrainiens orthodoxes par le régime de Zelensky. Et ce documentaire est assez fascinant. Il faut le regarder et je voudrais qu'il soit diffusé avec une traduction française et je m'en occupe peut-être un petit peu. Et ce documentaire, au fond, raconte ce que nous vivons
c'est-à-dire l'opposition fondamentale entre deux civilisations, et surtout qu'il y a, par le biais de la rhétorique, des discours qui sont imposés comme étant la vérité. Vous savez, pour Platon, la rhétorique est l'art du mensonge, alors que pour Aristote, la rhétorique est à la hauteur de la dialectique. Et ce que j'ai à dire à propos de ce documentaire me permet de me ressouvenir ce que j'ai ressenti comme impression de mal-être et de peur politique lorsque j'étais à Sarajevo, où j'ai passé 2 nuits, où j'ai senti que les civilisations sont mortelles. Et ce que nous vivons en ce moment, c'est quelque chose qu'il faut saisir dans le temps long, comme j'essayais de le dire tout à l'heure. Il y a quelque chose qui appartient au tragique, et c'est la raison pour laquelle François et Pascal Mas, vous me comprendrez peut-être, je relis sans cesse les textes grecs pour comprendre le présent. Et ce discours qui nous est tenu sur toutes les chaînes d'une manière permanente, c'est tout simplement quelque chose qui est lié à l'aspect cyclique du temps chez les Grecs, et à l'idée que les régimes politiques sont en mouvement vers quelque chose de pire chaque fois. La politeia ou la politie d'Aristote se transforme en démocratie, en démagogie, en ochlocratie. Ochlocratie, vous pouvez préciser, cher Olivier? Ah oui, excusez-moi. La démagogie, c'est le moment où, au fond, les sophistes sont au pouvoir en arrière-plan, hein, et où comment dirais-je, le peuple devient le gros animal dont parle Platon. Il n'est plus souverain, parce qu'il a été question, à un moment donné, de souveraineté. Et l'ochlocratie, c'est le pouvoir de la masse qui exige, assoiffé de pouvoir, et là nous assistons exactement à ce processus, à cette évolution en ce moment. Voyez-vous, la parole n'est plus liée au beau ou à la recherche de ce qui pourrait être le vrai, mais c'est une parole qui est soumise à une idéologie. Bien, merci cher Olivier. Donc après la question genre du plan de paix, nous avons une actualité un peu plus immédiate. Le voyage du pape Léon XIV, son premier voyage apostolique, d'ailleurs, à la fois en Turquie et au Liban. Alors, plusieurs faits m'ont paru assez intéressants. Alors, tout d'abord, il y est allé d'ailleurs en Turquie pour une raison, c'est les 1700 ans du concile de Nicée, et il y est allé d'ailleurs avec le patriarche orthodoxe Bartholomée, et avec notamment toutes les églises catholiques et orthodoxes d'Orient qui ont prié ensemble à Nicée, hein, avec la basilique qui est engloutie. Hein, le concile de Nicée, il y a 1700 ans, 325, hein, c'est sous le contrôle de Pascal Mas, hein, qui lui représente la chrétienté un peu, non pas au-delà du rideau de fer, mais au-delà peut-être des Carpates, etc. C'est en effet le credo, le premier credo. Hein, je rappelle que tous les conciles s'intéressaient à la nature du Christ, mais celui de Nicée est celui qui rassemble le plus les églises, hein, notamment sur le Christ, à la fois Fils de Dieu, incarnation, Verbe incarné, Dieu fait homme. Et il y avait une prière intéressante. Il y a eu également une position assez intéressante, c'est qu'alors, c'est vrai que le pape Léon XIV n'est pas allé à Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, vous savez, qui était à l'origine, qui est une basilique byzantine, qui a été transformée le jour même de la prise de Constantinople par Mehmed II en mosquée, en adjoignant 4 minarets, et qu'Atatürk avait rendu en mosquée. Il disait, je veux la rendre... En musée, vous avez raison. Il avait fait un musée, il avait dit littéralement, je la rends à l'humanité.
hein, Atatürk. Et Erdogan, il y a quelques années, 4-5 ans, il me semble, l'a rendu au culte musulman, encore qu'il paraît que ceci n'est que partiel et il y a des prières. Alors, il a visité la mosquée de Bleu, hein, celle de Soliman le Magnifique, mais ça a été une simple visite. Contrairement à ses deux prédécesseurs, le pape François et Benoît XVI, il ne s'est pas adonné à une prière commune, en effet, dans une mosquée avec les imams, ce qui, à mon sens, est un signe positif. C'est-à-dire qu'il ne sait pas en se prendre dans une attitude de dimitude. Alors déjà, sur ce voyage en Turquie, à la fois cet rassemblement avec l'ensemble des églises, notamment orthodoxes, et également le fait de ne pas plier, de ne pas se soumettre à une prière qui, à mon avis, aurait été pour moi une inclinaison en termes de dimitude. Pascal Mas, votre opinion là-dessus? Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, je pense que le patriarche de Rome, Léon XIV, est très, très subtil, est manifestement un grand diplomate. Parce que, effectivement, choisir de se rendre à Constantinople et ensuite au Liban pour son premier voyage, c'est déjà un signe. Deuxièmement, il n'est pas tombé dans le piège dans lequel Erdogan voulait le pousser en tant que chef d'État du Vatican, c'est-à-dire de le forcer à rentrer dans Sainte-Sophie transformée en mosquée. Et donc là, je crois qu'il a montré sa fermeté et sa personnalité, ce qui est tout à fait remarquable. Euh, quoi d'autre? Le patriarche œcuménique Bartholomé, il ne faut pas oublier qu'il est otage. C'est-à-dire qu'il siège toujours sur le territoire turc, mais ça n'empêche que les chrétiens orthodoxes, arméniens ou autres, sont sans cesse brimés par le pouvoir d'Erdogan, et il n'est pas rare qu'on jette des pavés sur le siège du patriarcat orthodoxe de Bartholomé. Bon, par ailleurs, bon, il est prétendu patriarche œcuménique. Bon, parfait. Bon, s'il veut, c'est pas son problème. De toute façon, toutes les églises orthodoxes sont autocéphales, donc on s'en fout. Mais ce qui est très grave, par contre, c'est qu'il est non seulement l'otage physique d'Erdogan, mais otage intellectuel des Américains. Et dès que cette Tout à tour de fait. passe-passe a été fait en Ukraine, en créant une espèce de patriarcat ukrainien, machin chouette, avec des évêques qui ne parlent que l'anglais, eh bien, le patriarche de Constantinople a aussitôt reconnu cette église. Bien, cher Pascal, en effet, on n'est pas là peut-être pour... On consacrera une émission à discuter sur les églises de chrétienté d'Orient, mais moi je voulais quand même parler du geste, du concile de Nicée, de cette réunification des églises, de cette récitation du credo commun entre catholiques et orthodoxes. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Hein, on n'est pas là aujourd'hui, à mon sens, hein, pour se régler les comptes, en effet, d'un énième conflit qui, pour moi, me navre entre catholiques et orthodoxes. Hein. Ça me navre autant que la division de la basilique de la Nativité en petits bouts, alors qu'à mon avis, elle devait être ouverte à tout le monde, catholique, orthodoxe, et pas seulement d'ailleurs, au-delà même des seuls chrétiens. Mais il y a quand même un geste et une volonté, notamment qu'il s'agisse de Bartholomé. Il n'y a pas que Bartholomé, hein, il y avait d'autres. Hein, il y a d'autres églises orthodoxes au Proche-Orient. Il y avait des Syriaques, il y avait des Arméniens, il y avait des Chaldéen, ouais. Assyro-Chaldéens, entre autres, qui étaient présents. Hein, il faut quand même saluer notamment, hein, ce geste de Léon XIV. Cher Olivier Battistini, en quelques mots, notamment ces gestes, notamment de Léon XIV en Turquie. Et j'avoue que je suis peu, peu connaisseur de la chrétienté contemporaine. Mais quand j'étais en Serbie, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, parce que François, tu le sais, je suis païen, et cependant catholique de civilisation. Et là, j'avais fait, il n'y a pas longtemps, à l'Institut Iliade, une petite conférence où je m'étais amusé à me parler d'une dialectique, c'est-à-dire de l'opposition de contraires qui se suffit à elle-même, puisque la synthèse est une invention des marxistes. J'avais raconté comment la rencontre entre Athènes et Jérusalem, rencontre impossible entre la philosophie d'une part et le doute et la critique, et Jérusalem, le symbole des deux monothéismes, où la religion implique le respect d'un dogme et d'une croyance.
Ces deux univers ne pouvaient donc pas se rencontrer. Et pourtant, ils se sont rencontrés. C'est cela qui fait la beauté et l'ambiguïté de la civilisation dont je suis amoureux. Et cependant, la synthèse est impossible. Les deux univers sont en harmonie, au sens où Héraclite emploie ce mot. Donc, ce que fait Léon XIV en Turquie, c'est d'abord de se placer sur un échiquier qui est l'échiquier métapolitique, un échiquier pourquoi pas aussi métaphysique, et une prise de position qui est fondamentalement politique. Mais je vous le disais, depuis que la messe n'est plus en latin, j'ai l'impression que l'Église catholique n'a plus la même force qui était la sienne. Le fait que le latin lors d'une messe était utilisé permettait une sorte de protection vis-à-vis du sacré. Le sacré est dangereux. Le mot sacra en latin signifie ce qui est consacré dans le sens habituel, mais ce qui est maudit, ce qui est dangereux également. Donc le latin était une langue qui permettait de se protéger du danger, de la proximité, lorsqu'on était trop proche de ce qui est convenu d'appeler le sacré. Et lorsque j'étais en Serbie, je suis allé 2 fois et je compte y retourner, et je vais organiser des rencontres entre les Corses et les Serbes, car il s'agit de parler de 2 peuples fiers, et il s'agit de la défense d'une civilisation. J'ai eu l'impression, justement en Serbie, que la religion orthodoxe était liée à un peuple qui ne voulait pas se laisser dominer. Bien. Et pour moi, c'est très important. Bien, merci Olivier Battistine. Juste le temps d'une annonce, s'il vous plaît. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros. Par avance, merci. Merci, chers auditeurs. Je vous rappelle que Radio Courtoisie, qui est une radio totalement libre, sans publicité, sans aide publique, n'est-ce pas, contrairement à France Télévisions, qui fait des reportages à charge, entre autres sur CNews et des médias indépendants, ne vit pas grâce à vos impôts. Alors, vous savez, il n'y a pas l'affectation d'impôts, mais vous savez que c'est comme si vous payiez un impôt, puisque je rappelle qu'il y a une réduction de 66%. Vous donnez 100 euros à Radio Courtoisie, vous récupérez 66 euros. C'est comme si vous avez payé une réduction d'impôts. C'est d'autant moins, si vous voulez, qu'ils n'iront pas peut-être ce qui peut-être continueront à aller dans la poche de France 2, mais d'autant moins qui iront peut-être moins alimenter le secteur public et qui aideront en tout cas les médias alternatifs représentés ici par Radio Courtoisie, qui sont en tout cas indispensables aujourd'hui. Pascal Mas, vous souhaitez ajouter une seule phrase, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on avance. Nous avons abordé, donc, et c'est tout à fait un objet de réjouissance, la rencontre entre Bartholomé et Léon XIV. Je voudrais quand même souligner qu'il y a eu une première rencontre entre catholiques et orthodoxes qui s'est déroulée à Cuba. Mais c'était avec le patriarche de Moscou. Exactement. C'était entre Kirill, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Et le pape François. Et François. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu, et comme le patriarcat de Moscou ne reconnaît pas l'aspect œcuménique de Constantinople, donc il y a quand même eu déjà une première marche. C'est une autre affaire. En tout cas, tout ce qui va dans le rapprochement, est souhaitable. Tout ce qui resserrera ce qui est issu malheureusement du grand schisme d'Orient de 1054,
ira dans le bon sens. Alors sur le voyage également au Liban, le pape Léon XIV n'a pas fini encore son voyage au Liban, mais on a vu quand même des mots forts. Alors l'Italie dans le livre très symbolique, hein, l'ermitage d'Anaya avec Saint Charbel, hein, ce saint libanais spectaculaire auquel on reconnaîtrait, je crois, 33 000 miracles. Hein, c'est tout à fait énorme. Il s'est recueilli. Il a eu des discours forts également. Il s'exprime en français. On ne l'a pas remarqué. Hein. Au moment où M. Mélenchon veut abandonner le français, veut nous parler d'une langue créole, d'ailleurs ignorant que le créole est une langue qui a également toutes ces qualités, mais le pape a parlé, s'est exprimé totalement en français, d'ailleurs au Liban, on ne l'a pas souligné, et il a parlé justement non seulement de la coexistence, mais du fait que les Libanais devaient être un peu résilients, et surtout qu'ils ne partent pas du Liban. Et ça, c'est un message subliminal qui est envoyé à la communauté chrétienne. On disait aux chrétiens, c'est quand même vous qui êtes à l'origine du pays, notamment les chrétiens maronistes, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui lui avez donné son identité, qui lui avez donné sa liberté, ses formes de progrès, son exception dans un Proche-Orient qui est souvent synonyme de négation des individus et des libertés. Eh bien, il faut que vous restiez au Liban. C'est un message fort qui a été envoyé par le pape. Et la visite se termine demain, je crois, par une prière au port de Beyrouth et par une grande messe au centre-ville de Beyrouth. Pascal Mas, votre analyse sur la partie libanaise du voyage du pape? Alors, je ne suis pas tellement le mieux placé pour commenter les déclarations et les prises de position du patriarche de Rome. Mais... Du pape, s'il vous plaît, Pascal Mas. Écoutez, voilà. vous dites comme Je vous vous voulez. reprends là-dessus. Voilà. Bon, très bien. Bon, nonobstant, je trouve que ce voyage est vraiment plein de symboles, en effet. C'est réconfortant pour le peuple libanais de voir le chef de son église lui rendre visite. C'était la première fois, semble-t-il. Le fait qu'il ait parlé en français, c'est quelque chose, c'est un signe aussi, mais qui devrait être mieux compris ici en France. Et puis aussi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez parlé tout à l'heure, François, et c'est effectivement les mots de Léon XIV, c'est indiquant aux gens qu'il fallait qu'ils restent chez eux, qui vont exactement à l'encontre des propos de son prédécesseur qui disait « Allez hop, tous les migrants, vous êtes les bienvenus ». Donc je pense qu'il y a une rupture entre les deux, entre François et Léon XIV. Il a même eu une phrase qui est passée pratiquement inaperçue il y a quelques jours où il a parlé des frontières. Il a dit notamment que les pays avaient le droit de protéger les frontières, alors bien sûr pas d'une façon absolue, violente, etc., mais que les frontières existaient et qu'il fallait en tenir compte. Alors que pour Monseigneur Bergoglio, qui est ex-pape pape François, les frontières pratiquement n'existaient pas, les migrants avaient un droit à l'installer. Je rappelle même que le pape François, paix à son âme, avait même dit que le droit des migrants était supérieur à la sécurité des peuples, selon lui. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, ce qui est quand même assez croustillant, c'est que Léon XIV, comme ça je ne vais pas dire ce que je pense, Léon XIV a effectué de nombreuses missions en Amérique latine. Et donc, c'est là où c'est criant qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre son prédécesseur et Léon XIV. Voilà. Bien, alors nous passons maintenant à un sujet, hélas, malheureusement, qui est un peu en lien, c'est la persécution des chrétiens au Nigeria. On voit que ces persécutions se multiplient, des élèves d'écoles catholiques qui ont été enlevés. Moi, je voudrais déjà dire toute ma sympathie pour tous ces chrétiens du Nigeria, me dire que quand même dans ce combat, moi je me sens beaucoup plus proche de chrétiens du Nigeria que des militants islamo-gauchistes, comme certains diraient bien de chez nous en France. Je crois que la solidarité doit être une solidarité de civilisation, d'affect et de religiosité. Et en Nigeria, il y a même 2 persécutions en une. Il y a également, on sait, des catholiques sont marginalisés aujourd'hui par rapport aux protestants, que tous sont persécutés, mais que les catholiques sont encore plus persécutés, y compris au nord d'Abuja, dans la capitale, qui marque un peu la ligne de césure entre le Nigeria musulman et le Nigeria chrétien. Alors, même Donald Trump a menacé d'intervenir, en effet, parce qu'il y a un véritable génocide. Je rappelle qu'il meurt pratiquement un chrétien toutes les 9 minutes, si on tient en compte du génocide, une continuité assez morbide, dont on a réticence à parler, dont on parle très peu. Mais ce génocide des chrétiens du Nigeria, également au plan géopolitique, on ne voit personne intervenir là-dessus, Pascal Mas.
Oui, parce que c'est loin. C'est pareil pour le Soudan, où là c'est tout à fait différent, parce que ce sont des musulmans qui se massacrent entre eux. Mais c'est des Mais il y a Noirs. des chrétiens massacrés au Soudan aussi, hein. Moins, c'est fini Ouais. ça. Ouais, mais il y en Mais, a quand même. ah, Ouais, mais ça a ouais. été terrible, ça je vous le confesse. Mais si je puis dire. Mais je veux dire par là, c'est que ça n'intéresse pas les Occidentaux, ce genre de choses, parce que, bon, d'abord, alors, quoique le Nigeria est un pays avec des ressources extraordinaires, notamment en pétrole, donc les grandes compagnies sont présentes là-bas, mais ça ne les intéresse pas de savoir ce qui se passe à partir du moment où le business continue, c'est pas très grave. Même si ce sont des chrétiens qui sont plus attachés, comme vous le venez de le souligner, François, aux chrétiens du reste du monde, ça les intéresse pas. C'est comme le génocide au Rwanda, c'est loin, on comprend pas ce qu'ils disent, etc., etc. Donc, étant donné la baisse du niveau culturel en France et surtout de connaissances en géopolitique, de la part des Mm. journalistes, des universitaires et des politiciens, c'est pas tellement étonnant. Mais malheureusement, je pense qu'à part la déclaration de Donald Trump, personne n'a prévu quoi que ce soit au Nigeria. Et on n'entend pas Monsieur Kutcher faire valoir son droit d'ingérence humanitaire. Bien C'est sûr. rien. Là, c'est comme partout Ah, comme ça. alors justement, vous parlez de droit d'ingérence humanitaire, on va passer justement à un autre sujet, avec le projet d'Emmanuel Macron maintenant, alors de rétablissement, mais sur une base du volontariat, du service militaire, puisqu'il paraît que le service militaire avait été non pas supprimé, mais suspendu en 1996. Encore une merveilleuse idée de Jacques Chirac, que paraît-il lui avait soufflé sa fille dans les oreilles, sa fille, on le sait, qui était un génie politique, hein, qui avait dit qu'il fallait supprimer le service militaire parce que ça l'aurait rendu sympa aux yeux de la jeunesse. Donc voilà à quoi tenait la France sous le gouvernement Chirac, père et fille. Mais on parle notamment de rétablissement. Alors, on a aujourd'hui le SNU, hein, le service national universel, qui est un échec patent, hein, sur tous les plans, qui a coûté très cher. Une des seules réussites de Gabriel Attal au gouvernement, faut-il le noter. Alors là, on veut rétablir le service militaire. Alors là, ça, à mon avis, on tourne sur plusieurs écueils. C'est que d'une part, une armée également, une des raisons notamment de la suppression du service national, c'est que ça coûtait cher. C'est qu'il faut entretenir des soldats, leur verser une solde, etc. Et que ça coûte de l'argent, hein. Un format professionnel coûte beaucoup moins cher une armée de conscription, c'est tout à fait prouvé. C'est moins efficace parce qu'il faut plus de temps quand même pour les former que des militaires professionnels. Et ensuite, alors c'est sur la base du volontariat que ce que ça change. Emmanuel Macron ignore qu'aujourd'hui on peut faire des préparations militaires, on peut avoir des contrats courts et ensuite servir dans la garde nationale. Donc il y a peu de choses entre le volontariat. Alors est-ce que ce projet de service militaire, à votre avis, Pascal Masse, il traduit plutôt autre chose? Eh bien, comme tout ce que propose Macron, c'est du fantasme. C'est-à-dire que peut-être qu'il Mhm. n'a pas fait. Donc, Et il n'a pas fait, il a échappé, il a fait partie des dernières catégories voilà. qu'il a fait. Et en plus, il n'y aurait pas échappé parce que, étant énarque, vous êtes obligé de le faire quand vous êtes énarque. Je rappelle que François Hollande, qui avait été exempté à cause de la vue, est revenu sur son dossier pour faire. On est pratiquement obligé de le faire, je crois, quand on est énarque. C'est le premier rang notamment du service. François Hollande, qui avait été exempté à cause de sa vue, sa myopie, était revenu, avait notamment relancé son dossier, avait servi comme officier, je crois, à Saumur. Hein, voilà. François Hollande et la courte vue, ça c'est presque impensif. Donc, Pas sympathique ce truc-là. Mais enfin bon, allez, continue Pascal Masse. bon, le service national de l'époque 2016 n'avait rien à voir avec un service réel, puisqu'il y a beaucoup de gens Voilà. qui en étaient exemptés. Il y en a d'autres qui avaient des situations tout à fait enviables. Je me souviens d'avoir rencontré à l'ambassade de France à Moscou un jeune type qui était adjoint du conseiller culturel. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, je fais le service national. La même chose à la Société Générale à Singapour. Il y avait un brave type qui était là aussi, un petit jeune. Je lui ai dit, mais vous faites quoi là? Vous faites un stage? Il dit, non, non, je fais le service national. Donc, vous imaginez bien que ces gens-là, une fois qu'ils étaient revenus dans le civil, si je puis dire, ils mettaient sur leur CV un an à Moscou, à l'ambassade de France, ou un an à la Société Générale à Singapour. Sur un CV, ça pesait plus que pour un pauvre type qui allait se rouler dans la bouillasse à Lisieux, à Luxeuil-les-Bains. Donc, je trouve que le président Chirac avait raison de supprimer ce truc complètement anachronique, qui coûtait cher, qui pesait terriblement dans le budget
la défense, parce que, comme l'a dit François, il fallait entretenir des bâtiments, du personnel, et puis en plus, comme le disait un général, tous les 2 mois, on change de personnel. Donc, aucune entreprise ne survivrait à ça. Et donc, en plus, il faut payer le matériel qui est de plus en plus cher, et surtout ceux qui le servent, qui sont maintenant des ingénieurs. Donc, on ne peut pas payer un pilote de Rafale au SMIC, c'est pas possible. Donc, je trouve que de repartir sur un truc fantasmagorique de soi-disant service avec le brassage de population et tout ça, bah, moi je trouve ça serait bien aussi qu'on brasse les gars de Normandie avec ceux de la Seine-Saint-Denis, ça serait drôle, on verrait ce que ça donnerait. Et notamment dans le maniement des armes, pour ceux de la Seine-Saint-Denis, je trouve qu'ils trouveraient ça tout à fait sympathique. Peut-être qu'un certain nombre, notamment, n'ont pas besoin du service militaire pour manier des armes. Hein, je vous l'accorde. Voilà. Cher Olivier Battistini, vous qui êtes un spécialiste de l'histoire militaire originelle, notamment d'Athènes et de Sparte, comment voyez-vous de façon générale, en peu de mots s'il vous plaît, parce que le temps avance, l'idée de réintroduction par elle-même du service national? Écoutez, encore une fois, un fantasme, parce que ceux qui désireront entrer dans une armée sont ceux qui sont déjà en harmonie avec le lien qui est le symbole d'une souveraineté, le lien entre le citoyen et la nation. Ceux qui sont en rupture avec le monde qui est le nôtre et qui nous haïssent n'auront jamais l'idée de participer à la chose que j'ai dite. C'est justement en opposition avec l'univers grec dont je parle constamment, puisque chez les Grecs, la joute, le conflit et la guerre est au cœur même de leur univers, et que la Gaune, qui était le conseil des Mycéniens et qui signifie aussi la lutte et la guerre, est au cœur même de l'univers politique où la tension et le conflit permet justement l'unité et l'harmonie. Donc le service militaire qui est évoqué là par Emmanuel Macron pour tisser à nouveau un lien entre les citoyens et la nation est une pure mesure de propagande. Oui, je rappelle également que sur la question des binationaux, les services militaires, il existait 22 conventions bilatérales entre la France et un certain nombre de pays qui ont des ressortissants binationaux, avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, entre autres. Israël. Et que 80 à 90% des binationaux ne faisaient pas le service militaire en France. Soit ils choisissaient de le faire en pays étranger, et souvent ils se faisaient faire valoir, portaient pas, ils se faisaient valoir un certificat, ils ne le faisaient ni dans l'un ni dans l'autre, faisant croire qu'ils avaient fait le service militaire. Donc on avait déjà un indicatif de ce genre de choses. Alors je voulais parler également, puisqu'on est toujours dans la prolongation des questions militaires, des propos lénifiants, ahurissants du chef d'état-major des armées. Alors l'amiral Fabien Mandon, je rappelle, qui a quand même eu la performance de passer assez rapidement du grade de colonel de l'armée de l'air à chef d'état-major des armées. Je crois que c'était en quelques années. Il a pratiquement en une année franchi un grade. Il était, il faudra le rappeler quand même précédemment, le chef d'état-major particulier du président de la République. Et il a déclaré tout simplement qu'on devait être prêt à sacrifier les enfants. Alors il n'est pas le premier à le dire. Le premier qui l'avait dit, c'est le fameux général Vincent Desportes, qui commandait notamment le collège intermédiaire de défense, qui était un nom qu'on avait donné à un moment à l'école de guerre, et que finalement, il fallait mourir pour l'Ukraine ou mourir pour Zelensky. Pascal Masse. Alors cette position a également détonné, elle a été critiquée également, non pas sur le fond bien sûr, mais sur la forme, parce qu'en général un chef d'état-major c'est quelqu'un qui met en musique une politique militaire, c'est pas quelqu'un qui la décide. Et là c'est un propos de politique, et ça rappelle quand même cette fameuse phrase de Clémenceau: la guerre est une affaire trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires. Alors une fois de plus, est-ce qu'on a confié quelque chose de trop sérieux à un militaire, Pascal Masse? Alors, dans un premier temps, moi je dirais que j'ai rencontré à plusieurs occasions le général Desportes, et je ne l'ai jamais entendu dire qu'il fallait mourir pour l'Ukraine. Loin de là. Il a eu des propos en effet en disant qu'il fallait sacrifier
nos propres enfants des générations, hein, qui ont été relevés. Alors bien sûr, il a parlé sur Télé Kiev, hein, qui est LCI en LCI, fait. oui, LCI. Tous les soirs, on a le droit au feuilleton, notamment au feuilleton Zelensky, etc., sur LCI, qui est d'ailleurs assez assez incompréhensible d'ailleurs de ne jamais même inviter des personnes qui ont un point de vue différent. Mais enfin bon, passons, la presse, la radio, la télévision sont libres, elles ont tout à fait le droit d'avoir leur propre point de vue. Pascal Mas. Je reviendrai un peu sur LCU, enfin LCI, LCU, surtout dans le contexte actuel. Pour les propos du SEMA, du chef d'état-major des armées, si je puis dire, quand je l'ai entendu, j'étais désarmé. Parce que de tenir au Congrès des maires de France des propos pareils, je me suis demandé, de toute façon, la question ne se pose pas, c'est que il n'a pas pu faire une erreur. Il était en service commandé, comme c'est normal, c'est un militaire, depuis l'Élysée. Donc, il était le porte-parole de Macron. Donc, de déclarer ça, quand on entend depuis des mois les propos belliqueux prononcés à la fois en France, mais aussi au niveau de l'OTAN, au niveau de l'Union européenne, c'est très préoccupant parce que c'est à se demander si, en vérité, ce n'est pas une petite fuite un test, pour voir comment vont réagir les populations. Alors, il y en a qui devraient réagir avant tout le monde, ce sont les élus, les parlementaires, qui sont restés d'un silence assourdissant. Et je veux dire qu'il a déclaré ça comme ça. Après, il y a eu un recadrage, mais je crains qu'il se soit agi en vérité d'un test pour voir quelle est la capacité de la population, de la populace, dirais-je, si je veux garder le vocabulaire macronien, d'accepter effectivement que, comme il avait dit, on va envoyer des mecs en Ukraine, c'est tout à fait charmant en termes de respect pour nos militaires. On est dans un drôle de truc, quoi. Je suis vraiment horrifié, je suis désespéré, et alors bien sûr en Russie tout le monde se marre, alors, ça je peux vous le dire. Nous, bien sûr, hein, je crois qu'en effet ces phrases sont assez inaperçues. Alors je voulais évoquer également, avant-dernier point, sujet, ensuite nous évoquerons bien sûr le livre d'Olivier Battistini. Je voulais évoquer également un fait dont on a un peu parlé, c'est les 50 ans de la disparition de Franco, l'arrivée au pouvoir de Juan Carlos et l'établissement d'une monarchie parlementaire. Alors sur Franco, on a dit beaucoup de choses. Il n'est pas faux que Franco, en effet, a eu à un moment l'appui d'Hitler et de Mussolini, mais un appui marginal. La Légion Condor, c'est pas elle qui a fait la décision dans la guerre entre les nationalistes et les républicains. Il y a eu de façon symbolique cette division Azul qui était formée de volontaires, qui a été envoyée sur le front de l'Est, mais Franco n'a jamais joué. On sait que Franco est quelqu'un, alors il ne s'agit pas notamment de réhabiliter le régime qui était un régime non pas dictatorial, mais, ni totalitaire, mais un régime autoritaire. Il y avait quand même dissolution des partis politiques, mais un régime qui au plan géopolitique a eu une certaine importance. Je rappelle également que Franco s'est opposé au passage de l'armée allemande, notamment pour envahir l'Afrique du Nord, et qu'Hitler a dit j'aurais préféré m'arracher 7 dents que de négocier avec cet homme. Alors moi également, je m'apprête à sortir un livre sur François Pietri, qui est un homme politique corse de la Troisième République, qu'Olivier Battistini connaît, qui était ambassadeur également de Vichy à Madrid, et qui a permis le passage, il faut le rappeler quand même, de plusieurs dizaines de milliers, on parle de 30 000 juifs qui ont pu se réfugier en Espagne, et des résistants, notamment son gendre Edmond Barachin, un des chefs de la branche de droite de la résistance, qui sont passés à Londres via l'Espagne. Et on sait que Franco, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, négociait justement non pas avec Hitler, mais avec les Alliés, avec les États-Unis, plus qu'avec la Grande-Bretagne. Et finalement, son pays a intégré l'OTAN en 1981, mais finalement a été pratiquement associé à l'OTAN pendant une quarantaine d'années. Et on voit en effet qu'en Espagne, l'image positive de Franco est beaucoup plus importante qu'on le croit. Alors il y a eu en effet un épisode tout à fait détestable, c'est le fait que le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez actuellement, soit permis notamment de faire retirer le corps de Franco déjà de la vallée de Los Caídos, hein, et pour le placer dans une église. Je rappelle que cette vallée, ce n'était pas seulement la sépulture de Franco, c'était une vallée de la réconciliation nationale, puisque Franco y était inhumé, mais au milieu également de plusieurs milliers de morts, et notamment des morts républicains qui avaient leur sépulture, et qu'on voulait en quelque sorte fermer cette parenthèse terrible qu'avait été la guerre civile espagnole, une guerre avec des atrocités de tous les côtés, et qu'on voulait refermer ça. Et finalement, cet épisode Franco révèle peut-être une Espagne qui se retrouverait, qui se chercherait, en tout cas aujourd'hui, 20 à 25% des Espagnols ont une opinion
positive 50 ans après, et ce pourcentage est même, je crois, légèrement supérieur chez les jeunes. Qu'est-ce que ça peut signifier, Pascal Mas? Bien, je crois que le temps efface beaucoup de choses et en fonction de l'écriture de l'histoire, ça renouvelle une pensée. Et ce que vous dites là, c'est valable également pour Staline. Voyez? Donc, Staline qui était bien plus terrible que Franco, quand même. oui, hein. mais je veux dire, l'opinion favorable à Staline, les gens qui disent oh, c'était mieux à cette époque-là et tout ça, je veux dire que quand moi j'entendais ça, ça me faisait quand même tout drôle. Mais, et pas forcément des vieilles personnes qui l'avaient connu. Mais je veux dire que cette histoire, ça permet en même temps au gouvernement espagnol actuel, qui est embourbé dans des histoires de corruption absolument Oui, des épouvantables. scandales généralisés qui touchent personnellement d'ailleurs l'entourage et même familial de l'actuel Premier ministre. Donc, ça permet de ressortir des trucs dont on sait que c'est clivant. Il en a été de même la semaine dernière, ou il y a 15 jours, avec la messe pour l'ancien maréchal Pétain. Et donc, ça permet, on ressort des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi on n'a pas ressorti l'affaire Dreyfus, d'ailleurs, pourquoi pas. Et donc, On a eu droit à l'affaire Dreyfus récemment, puisque vous savez que par un vote parlementaire, par une proposition de loi de M. Attal, Alfred Dreyfus, le capitaine Dreyfus, a été promu général. c'est Alors, formidable. je rappelle quand même une chose, j'ai un point de vue personnel, c'est que, c'est mal connaître l'histoire, Alfred Dreyfus a été réintégré, il a fini lieutenant-colonel, et que Alfred Dreyfus était capitaine, son innocence a été reconnue quand même, c'était l'affaire Esterhazy qui était coupable, il a été dégradé, mais il a été réintégré comme capitaine, et je pense que symboliquement, alors c'est un passage, là, une opinion quand même j'ai, symboliquement, Alfred Dreyfus, c'est le capitaine Dreyfus, justement. C'est ce capitaine, la statue que vous avez de Tim, notamment avec son épée brisée, il reporte ses galons de capitaine, justement. Et je pense que, encore une fois, Gabriel Attal, pour faire oublier notamment les turpitudes en matière d'antisémitisme, faire oublier l'absence d'Emmanuel Macron à la manifestation contre l'antisémitisme, eh bien, nous a ressorti le vieil antisémitisme anti-Dreyfusard. Je ferme la parenthèse là-dessus parce que je pense que cette loi est tout à fait ridicule et qu'elle ne rend pas particulièrement hommage au capitaine Dreyfus qui est resté comme ça, qui est rentré dans l'histoire, qui a été dégradé et réhabilité en tant que capitaine. Voilà, vous me permettrez une petite digression sur le sujet, Pascal Mas. Donc, pour Franco, oui, il est un fait qu'il y a eu cette guerre civile épouvantable, et après un régime, comme vous l'avez souligné, qui était autoritaire, qui n'était pas dictatorial. Il en était de même au Portugal avec Salazar. L'Espagne ne s'est effectivement pas développée comme elle l'aurait dû à cette époque. Il y a eu un retard, il y a eu beaucoup de... Il y a même à une époque, juste après la guerre civile, l'Espagne était presque un pays du tiers-monde. C'est vraiment pénible. Mais bon, il y a eu quelques actions en matière d'économie, par exemple l'ouverture au tourisme, qui ont permis... Les buts des industries par le protectionnisme. Franco a développé, notamment, a utilisé le protectionnisme, justement. Alors, ne pouvait pas rentrer dans le CE parce que, notamment, ce n'était pas un régime démocratique. Ouais. Mais il a développé une industrie espagnole sous les barrières protectionnistes. Et en 1986, souvenez-vous que l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la communauté économique européenne avait fait grand bruit, non seulement au plan agricole, mais également au plan industriel, puisque l'Espagne avait développé une industrie assez compétitive. Absolument, notamment en matière de construction navale. Et aussi, il y a eu quelque chose qui n'est pas très bien connu, c'est qu'à l'époque de Franco, l'Espagne a continué à garder des relations qui se sont bien sûr beaucoup plus développées après, avec les anciennes colonies d'Amérique latine. Et quelle qu'elle soit, c'était aussi bien avec Cuba qu'avec le Chili. Et donc ça a été un grand avantage, et c'est quelque chose qu'on aurait dû regarder avec beaucoup plus d'attention en France, c'est que ça a permis la solidarité à partir de la langue espagnole. Et maintenant, l'Espagne profite de ça. Le roi d'Espagne, Felipe, a fait une tournée il y a quelques années, c'est pas très longtemps, c'était 2 ou 3 ans je crois, en Amérique latine, et il a été reçu comme c'est inimaginable, en Colombie, en Argentine et en Uruguay. Et donc, c'est difficile de dire que c'est comme toujours, que tout est mauvais ou tout est bon. Bien. Alors, merci. Nous avons passé en revue notre actualité internationale. Maintenant, cher Olivier Battistini, je voudrais vous donner la parole pour les 10-15 minutes qui nous restent, notamment sur ce livre. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre, je rappelle, qui s'intitule
La guerre, un maître de violence, aux éditions Perspectives Libres. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce livre et qu'est-ce qui le ramène un petit peu à l'actualité actuelle, à l'actualité d'aujourd'hui? Ce livre s'appelle La guerre, un maître de violence, théoria et praxis, c'est-à-dire la pensée et l'action. Mon but était, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne veux donc pas le répéter, mais mon but était de lire les Grecs pour comprendre le monde contemporain. On parlait tout à l'heure de la guerre civile en Espagne. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais d'ailleurs à Mokra-Gora, à Kustendorf, et j'avais fait remarquer à Emir Kusturica que son film Underground se terminait par une phrase de Thucydide. Et il a été très surpris de ma remarque. La phrase en question est la suivante: une guerre n'est pas une guerre jusqu'à ce qu'un frère tue son propre frère. C'est à propos de la guerre civile, la stasis de Corcyre. Lorsque je travaille donc sur la guerre chez les Grecs, j'ai longuement étudié la stasis de Corcyre. Et les mots possèdent en arrière-plan des paysages qui permettent de comprendre, surtout lorsqu'on fait un peu d'étymologie. Le mot stasis, au fond, vous allez voir, révèle ce qu'est le politique et permet donc de comprendre le monde qui est le nôtre, éclairé par les textes les plus beaux et les plus terribles. Le mot stasis signifie, bien sûr, vous l'avez compris, le bouleversement, la guerre, et la guerre la plus meurtrière, la plus obscène presque, car un père peut tuer un fils sur les marches d'un temple. La guerre civile est l'affrontement absolu. Et d'ailleurs, Platon parlait de guerre civile à propos des guerres que les Grecs se menaient entre eux. Mais le mot stasis, comme tout mot grec, qui possède des sens multiples, possède aussi des sens qui sont en opposition. Les mots grecs possèdent des oppositions et des harmonies et des sens opposés, ce qui permet au fond d'inventer la dialectique et de remarquer l'opposition des contraires dans la physis, dans l'univers même de la physique. Le mot stasis signifie donc le bouleversement et la destruction de la cité, mais aussi signifie la stabilité, l'immobilité. Le mot stasis est utilisé pour dire, par exemple, la position de l'hoplite dans la phalange ou la position d'un personnage dans la tragédie grecque qui reste immobile. Et vous le voyez, on découvre donc que la stasis est à la fois le principe et l'achèvement de l'univers politique. C'est un exemple parmi d'autres, je pourrais vous en donner beaucoup pour que vous compreniez la raison pour laquelle parce que j'ai étudié la guerre, celle menée par Alexandre, par exemple. J'ai étudié dans les saisons de la loi, que j'avais publié chez Klingsik il y a très longtemps, la guerre comme continuation du politique. Non pas par d'autres moyens, mais la guerre, continuation du politique. Parce que la guerre est, chez Héraclite, la guerre pilote l'univers comme la foudre. Et je vais vous donner un exemple pour que les guerres civiles qui ont eu lieu en Yougoslavie ou la guerre civile inventée par l'OTAN en Ukraine est liée à tout cela. Solon, qui est un homothète, un législateur, voyant le danger de la stasis, a imposé
un décret qui était le suivant. Tout citoyen qui, en cas de guerre civile, ne prenait pas parti pour un camp ou pour un autre, serait privé de ses droits de citoyen latini et ne pourrait plus entrer dans l'univers du politique. C'est absolument extraordinaire. Ce qui veut dire que pour un Grec, il n'y a pas le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien étant celui qui est au pouvoir et tous ceux qui s'opposent à ce pouvoir étant donc en conséquence dans le camp du mal. Cette loi de Solon, un homothète qui était aussi un poète, est absolument étonnante et révèle pourquoi je me suis intéressé à la guerre chez les Grecs, pour comprendre le monde qui est le mien. Ce mot, cette réalité, indique, révèle, signale ce qu'est l'univers politique. C'est-à-dire que la guerre civile, le bouleversement, les métabolailles, les écroulements d'empires sont à la fois principe et fin et achèvement. Et vous voyez là brutalement que lire Thucydide permet de comprendre au fond ce qu'est l'univers des Grecs. Évidemment, la Gaune, la joute, qui est essentielle pour Nietzsche, dans ses écrits de philologie, il évoque que la joute, la guerre, le conflit est au cœur même de l'âme grecque, mais me permet de comprendre ce qu'est le politique. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, prendre l'Empire pour ne pas le laisser, pour n'être soumis à personne, être libre pour que les autres ne le soient pas, c'est-à-dire que la cité n'est souveraine que si elle est en situation d'hégémonie, c'est-à-dire en situation d'être autonome au sens propre. Le mot autonomie signifie qu'on est capable de choisir son propre nomos, sa propre constitution, sa propre politeia, mais décider de la guerre ou de la paix. Si une cité n'est pas, et d'ailleurs Machiavel a tout à fait compris dans ce petit livre terrible qui est Le Prince, où il donne des conseils à ceux qui ont le pouvoir pour le garder et à ceux qui ne l'ont pas pour le prendre. C'est cela le politique. Et je suis si triste de voir que l'enseignement du grec ancien et l'enseignement du latin, la paideia, qui vous rendait digne du nom d'homme, ne permet plus aux jeunes gens d'accéder à des textes aussi riches qui permettent de comprendre le monde dans lequel ils sont et de se comprendre eux-mêmes. Vous voyez que la dialectique hégémonie-autonomie permet de comprendre, au fond, toutes les situations que nous vivons et d'être capable de comprendre le tragique de l'histoire, que ce sont les vainqueurs on parlait tout à l'heure de l'écriture de l'histoire à propos de Franco, ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire. Et lire Thucydide permet de comprendre que les civilisations sont mortelles. Merci Olivier Battistini, merci pour votre participation. Merci Olivier, nous sommes obligés de conclure. Merci Pascal Mas. Je rappelle ces deux rendez-vous, le 6 décembre, 10 rue Croix-les-Petits-Champs, avec la Nouvelle Librairie, et vous retrouvez avec, entre autres, votre serviteur le 13 décembre, 10 rue Croix-des-Petits-Champs, à l'invitation du Cercle Aristote pour le Salon du Livre Alternatif. Merci chers amis, nous l'espérons, dans 4 semaines. Bonne soirée à tous.